Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement rare, le deuil du sport de haut niveau. Alors, je suis devant le Stade de France, et pour parler de ce sujet particulièrement rare, une ancienne sportive de haut niveau, Oui. Vanessa Gladon. Bonjour Vanessa. Bonjour Roméo, salut à tous. Alors Vanessa, tu as connu, j'ai envie de dire, les joies du stade, Exact. et tu as également connu la fin de la carrière. Tu as également connu cette période que, paraît-il, vous, j'allais dire entre artistes. Mais en quelque part, je pense qu'on est des artistes, mais notre instrument, c'est notre corps finalement. Effectivement, ça c'est bien dit. En tant que sportif de haut niveau, en fait, vous appelez ça entre vous, j'ai entendu dire la petite mort. Oui. Enfin, il fallait bien donner un nom, donc c'est pas nous sportifs qui avons donné ce nom-là, hein, mais j'imagine que ce sont les psychologues, etc., qui se sont rassemblés, ils ont donné un nom assez difficile à entendre, mais aussi difficile à entendre qu'à vivre, je pense. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile à entendre? Bah, c'est difficile à entendre parce que petite mort, le mot mort apporte quand même une valeur lourde à ce que représente une fin de quelque chose, un deuil, quelque chose il faut accepter que cette chose se termine, et je pense que c'est assez difficile. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est que généralement, on parle de la reconversion du sportif de haut niveau, mais avant on parle de cette reconversion, je pense que tu as raison, il faut parler de cette fin, parce que c'est deux étapes selon moi. D'abord, il faut accepter de finir quelque chose et ensuite de repartir sur autre chose, ou pas d'ailleurs, parce que on peut, si on a les moyens financiers, ne pas travailler. Je sais qu'en France, c'est assez mal vu de ne pas travailler, mais on a le droit de ne pas travailler si on n'en a pas envie. On peut aussi ne pas parler de reconversion parce que des fois, les sportifs de haut niveau, comme dans l'athlé, comme la natation, où il n'y a pas assez de moyens financiers, ils travaillent à côté. Donc, il n'y a pas vraiment de reconversion à créer, mais par contre, il faut quand même accepter cette fin de carrière. D'accord. Donc, c'est vraiment, pour moi, selon moi, un double sujet. Il faut d'abord, étape 1, accepter que ça se termine et voir dans quelles conditions on peut finalement mettre un terme à sa carrière et ensuite repartir sur un nouveau projet ou pas, ou simplement une nouvelle vie ou profiter de sa fin de vie gentiment. Fin de vie qui peut être très longue, hein, soyons clairs. Heureusement, heureusement. Alors Vanessa, euh, tu as été championne de France Ouais, plusieurs fois championne de France. Ouais. de triple saut. De triple saut et de saut en longueur. Tu as participé à différentes compétitions autour du monde. Mmh. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que dans le sport de haut niveau, finalement, quand ça s'arrête, finalement, qu'est-ce qui change? Tout. J'ai envie de dire Alors, tout. L'identité change. oui, Identité sociétale, c'est-à-dire sociale. Vraiment, on n'est plus vu. Alors, pendant un certain temps, en fonction de sa notoriété, on bénéficie encore de son aura de sportif de haut niveau. Mais au bout d'un moment, ben, la société nous oublie et puis on devient autre chose. Donc, au niveau identité, ben, ça change. Au niveau corporel, ça change aussi. Son corps se modifie, plus ou moins. Alors, certaines, en tant que femmes, je dirais, ont la chance de maigrir. D'autres ont peut-être la chance de grossir. Enfin, ça dépend. Ça, c'est un angle de vue. Au niveau financier, les choses sont aussi différentes. Des fois, en fonction des sports, on gagne des fois mieux sa vie après qu'avant, ou inversement, hein, certains sports très populaires, le foot, le basket, etc., et ben, gagnent des sommes assez astronomiques durant la carrière, donc forcément, après, c'est plus tout à fait pareil. Et il y a beaucoup, vraiment, à tous les niveaux, ça change, et puis, qui on est finalement après. On a été sportif de haut niveau tellement jeune et tellement tôt que c'est la seule chose qu'on connaît, c'est le seul rythme de vie qu'on connaît. Son cercle d'amis est souvent très sportif, même médical des fois, parce que son kiné devient quelquefois son meilleur copain, comme ça a pu m'arriver. Et puis finalement, il y a tout ça qui change, le rythme de vie n'est plus le même, on voyage plus autant, on rencontre plus les mêmes personnes. Et là, on tombe dans un moment où on a beaucoup de temps libre, et ce temps libre-là, des fois, il n'est pas forcément facile à appréhender. Aussi bizarre que ça puisse sembler. C'est ce qui explique justement que tu disais tout à l'heure que cette petite mort soit si difficile à non seulement entendre, mais aussi à vivre. Oui. C'est cette rupture, mais cette rupture, je veux dire, on y est préparé. On sait, quand on entre dans une carrière de sportif de haut niveau, on sait qu'on ne le fera pas jusqu'à 60 ans. Oui, on le sait, quelque part. C'est comme un aveugle sait qu'il y a des gens qui voient, mais c'est pas pour autant qu'il sait ce que ces fameux voyants voient. Il ne connaît pas la couleur verte, il sait toucher une pomme, mais il ne saurait pas dessiner une pomme.
D'accord. C'est vraiment, on le sait, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on arrive à le palper. Et j'ai vraiment identifié ce problème parce que je me suis posé la question, est-ce qu'on peut préparer vraiment un sportif de haut niveau mentalement? Alors, je parle pas de la reconversion professionnelle. Hein. Oui, Ça, oui. évidemment, on en parle depuis de nombreuses années. Il est évident que c'est essentiel de le préparer. Une fois de plus, en fonction des rentrées d'argent, hein, des fois c'est plus ou moins important, mais ce qu'on prépare pas, et j'avais espéré pouvoir apporter une réponse, c'est préparer cette carrière de sportif, la fin de cette carrière, avant la fin de cette carrière, et je me suis rendu compte que finalement, c'est quasiment impossible. J'ai essayé, en parlant à différents niveaux, de très haut niveau à niveau moyen, en parlant à des footballeurs, des basketteurs, des handballeurs, en leur disant attention, après, ça se passe comme ci, comme ça, et je me rendais compte que ça ne faisait pas écho en eux. Ça ne leur parlait pas du tout. Donc, selon moi, maintenant, finalement, la solution, c'est d'apporter un parachute, d'apporter un petit matelas à ces sportifs qui arrêtent et de les accompagner vraiment sur ce chemin qui amène à la suite. Peu importe cette suite, finalement, La suite. mais il faut, je pense, notre vie a tellement été régie par un emploi du temps, par un coach, par une activité physique. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, il faut apporter marcher main dans la main avec quelqu'un qui nous dirige ou pas, avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger avec quelqu'un qui nous comprend finalement. Alors, est-ce que tu veux dire que par là, que les coachs, justement, les entraîneurs, les fédérations, n'accompagnent pas suffisamment, en tout cas, les sportifs dans cette démarche-là? Pas du tout. Alors évidemment, je ne reparle pas là de la reconversion professionnelle parce que là, évidemment, il y a un gros travail de fait et tant mieux. Mais en revanche, j'ai longtemps reproché aux fédérations, au ministère, hein, parce que c'est l'équipe de France, donc ça va au niveau ministériel. J'ai longtemps reproché aux fédérations de ne pas s'inquiéter de l'humain, de ce que devenait l'humain. Moi, j'ai toujours voulu, d'ailleurs dans ma carrière de journaliste, j'ai toujours voulu mettre en avant l'humain qui se cache derrière le super-héros. Parce qu'un sportif, il n'est pas qu'un super-héros. Il y a un humain, quand il dépose sa cape de super-héros, ben, il devient Clark Kent et Superman. Voilà, ben, il y a Clark Kent qui est amoureux, qui a des difficultés dans la vie, etc. Et moi, j'ai toujours voulu mettre en avant, notamment dans ma carrière de journaliste, et finalement, je me suis rendu compte qu'avec des moyens télévisuels, avec des patrons, etc., c'était pas forcément évident. Donc, je me suis dit que c'était mon tour d'apporter, moi aussi, ma réponse, d'apporter une réponse différente. À force de reprocher aux fédérations de ne rien faire, eh bien moi, j'ai voulu faire. Alors justement, Vanessa, on t'a vu sur les antennes de France Télé, on t'a vu présenter une émission de femmes de sport. Exactement. Si je me souviens bien, je t'ai vu récemment même présenter un JT sur une chaîne d'infos de sport en continu. Tu suis bien, hein, tu comptes tout, hein, on peut rien te cacher. Oui, j'étudie mes dossiers. Est-ce qu'on peut dire que justement, ce deuil, tu l'as fait? Est-ce qu'on peut dire que tu as réussi ce passage? Je ne suis pas sûre que finalement le deuil ait une fin. Quand on perd sa maman, quand on perd son papa, dans une première étape, il faut accepter que le manque, il faut accepter le fait qu'ils ne soient plus là, et puis ensuite, il faut composer sans eux. Ce n'est pas pour ça qu'ils nous manquent plus. Oui. Donc je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut envisager la fin de la carrière de haut niveau. Je pense que le deuil finalement n'a jamais de fin. Moi je l'ai espéré, vraiment, ça fait 5 ans maintenant que j'ai arrêté ma carrière, et j'avais espéré qu'à un moment, il y a un mot fin, voilà, c'est fini. Tu es passé à autre chose. Oui, je suis passée à autre chose, mais je fais avec. Je fais avec le fait de ne plus être sportif de haut niveau. Alors, je suis encore certainement toujours sportif de haut niveau dans ma tête, ou encore sportif dans ma tête, même si, évidemment, je ne le suis plus dans mon corps, ça c'est sûr. Mais alors, tu veux dire par là, quand tu utilises cette allégorie, que le rapport est aussi fort entre le sportif et sa carrière contre un humain et son parent? Oui, je pense que vraiment... sur le chemin du sport de haut niveau, on parle à son corps, vraiment. Ouais. Tu vois, quand on est blessé, on a envie de lui parler, envie de le rassurer, ça va aller. La preuve encore, c'est que même quand on est blessé et qu'on revient de blessure, des fois, physiquement, on est guéri, mais psychologiquement, on ne l'est plus. Donc, on n'est toujours pas, du moins. Donc, ça veut dire qu'il y a c'est une vraie dualité, finalement, entre la personne qu'on est et le corps l'enveloppe charnelle qui accompagne notre âme. Je pense que c'est un duo avec lequel il faut composer, parce que des fois mentalement, on est très prêt, on est prêt à une compétition, et puis notre corps, il ne suit pas.
on n'est pas préparé, et inversement d'ailleurs. D'ailleurs, des fois, on est sec, on est prêt, on est au poids de forme, tout va bien, et puis mentalement, ça va pas. Il y a eu le doudou qui a pincé hier soir, et du coup, ça se passe pas bien aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, je pense que c'est un vrai rapport de je t'aime moi non plus, quelquefois. D'accord. Alors, qu'est-ce qui, pour les personnes qui découvriraient un peu ce sujet, parce que quand on n'est pas sportif de haut niveau et quand on ne fréquente pas en tout cas ce milieu, on n'a pas du tout conscience de la problématique que ça peut représenter. Mais pour les personnes qui découvrent ce sujet, et pour les personnes qui le vivent également, finalement, qu'est-ce qui, toi, t'a manqué quand il s'est agi de quitter les stades, quand il s'est agi de quitter les affiches, quand il s'est agi de quitter les compétitions, les vies entre deux avions, quand il s'est agi de quitter ça, de quoi est-ce que tu aurais eu besoin? Bah, j'avais envie d'en parler, c'est tout bête. C'est tout bête, j'avais envie d'en parler. Pourtant, j'ai eu la chance que ma meilleure amie sportive de haut niveau aussi arrête en même temps que moi. Ouais. Mais on ne vivait pas les choses de la même façon. Et pourtant, on a pu en parler. Et ça m'a aidée. Mais j'allais pas lui parler de ça H24. Elle avait aussi sa façon de le penser, de le vivre. Elle n'était pas forcément disponible non plus mentalement pour en parler. Donc, c'est vrai que je ne voyais plus de kiné aussi fréquemment qu'avant, plus d'ostéo, etc. Donc, on est tout de suite, très vite, très seul. Et le peu de fois où je voyais quelqu'un, j'avais envie d'en parler, j'avais envie qu'on m'écoute. Le fait de voir des anciens sportifs de haut niveau aussi, j'avais envie d'avoir leur ressenti. Et finalement, non, parce qu'ils avaient 5 minutes à m'accorder, parce qu'eux aussi avaient d'autres préoccupations. Et je trouve que je me suis sentie seule face à moi-même, sans réponse, un peu comme on pousse quelqu'un d'un hélicoptère en haute mer, sans lui dire la terre c'est par là ou la terre c'est par là. Et puis sans bouée de sauvetage. Hein. Donc ça veut dire que je me suis retrouvée avec l'eau là au début, et puis l'eau est montée au fur et à mesure. Et j'avais beau regarder autour de moi, je ne savais pas vers qui me tourner. Mais est-ce que tu veux dire par là que même les sportifs qui vivent cette transition-là, cette petite mort-là, ils ont tendance à faire quoi? Ils se cachent, ils se retrouvent pas entre eux, ils n'en parlent pas? Non. Ben non, on n'en parle pas parce que, comme je le disais, un sportif de haut niveau est considéré comme un super-héros. On a envie qu'il soit fort tout le temps, bon tout le temps et qu'il soit pas triste. Un sportif dépressif, non, on n'en parle pas. Un ancien sportif très connu, alors là, non, il est très sollicité parce qu'il a beaucoup de temps libre. Et il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il soit souriant. Et généralement, comme ça a pu m'arriver, quelquefois, la reconversion se passe très vite, très fort. Et on a l'impression de l'extérieur que tout va bien. Et pourtant, c'est pas parce que professionnellement ça va bien que nous on va bien. Et je peux en parler parce que ça a été mon cas. Et personne ne voulait l'entendre finalement que j'allais mal, alors que finalement professionnellement ça allait bien. Oui. Parce qu'il y avait un vrai décalage avec la société, et ceux qui ne l'ont pas vécu, ben finalement malheureusement, même ma mère qui a beau avoir toute la bonne volonté, ben malheureusement elle pouvait pas m'écouter, elle pouvait pas me comprendre. Oui, parce qu'elle n'a pas vécu cette expérience-là. Qu'est-ce que aujourd'hui tu proposes c'est que j'allais encore dire artistes, hein, à ces sportifs qui vivent cette période ou qui vont terminer là? Imagine, je suis sportif de haut niveau et je sais qu'à la fin de la saison, bon, ma carrière s'arrête. Ouais. Je fais quoi? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Ah bah, je crois que tu peux m'appeler. Hein. Bon, d'abord, pour toi, il faut d'abord s'entraîner, parce que je crois que... Oui, j'ai arrêté ma carrière de sportif, ça fait un moment. Avant de la commencer, je crois. Ça fait longtemps. Non, c'est vrai qu'on peut dire que je suis un peu la hitch, parce qu'il ne s'agit pas juste d'en parler, il s'agit aussi d'accompagnement concrètement dans des actions, tu vois. Comme il ne s'agit pas juste, on en parle, on est assis, on parle de ce dont tu as envie de parler. Je pense que chaque cas est unique, mais aussi je t'accompagne. Je pense qu'à un moment donné, si tu n'oses pas prendre des cours de peinture parce que tu as toujours rêvé d'être artiste, eh bien voilà, je vais avec toi. On prend des cours, je prends des cours avec toi si ça te permet aussi de sentir qu'il y a quelqu'un avec toi. Le sportif de haut niveau, généralement, est très entouré. Et quand sa carrière s'arrête, il est très seul. Encore pire, je pense, quand on vient d'un sport collectif. On a le vestiaire avant l'entraînement, après l'entraînement, on a l'ambiance de vestiaire, on a l'ambiance de match. Avant, après, on a les déplacements. Je parle de sport. Voilà, il y a un rythme de vie et il y a même
un processus qui est toujours le même, qui permet de se sentir finalement confort quand on arrive en compétition. Et ça n'en fait pas des copains finalement, tout ça? Ça fait des copains, mais bizarrement qui disparaissent très vite quand toi tu arrêtes ta carrière. Alors oui, on garde 3-4 contacts, et puis au début c'est fréquent, les 6 premiers mois, tout le monde est encore là, on s'envoie des textos, et puis chacun prend sa vie. Quand on fait des sports collectifs, l'autre est transféré là, l'autre est transféré là. Oui. Et puis, quand on est en sport individuel, là, c'est encore plus rapide, on se retrouve très vite tout seul. Donc, justement, c'est pour ça que, au-delà de juste en discuter, j'accompagne totalement dans les démarches de vie, même s'il faut sortir boire un verre, même s'il faut occuper son temps. Parce qu'au début, on est très content. Hein. Moi, ça a été génial. Je me suis dit, ouais, j'ai du temps libre, génial, je vais pouvoir faire la fête sans arrêt. Oui, ça a duré 1 semaine, j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement pas l'habitude qu'après je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce que font les gens de leur temps à partir de 18h quand on sort du boulot? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ben voilà, il n'y a pas de réponse universelle, il y a une réponse au cas par cas. Est-ce que tu accompagnes tant des sportifs de sport individuel que de sport collectif? Oui, ça me semble. Il n'y a pas de différence entre un sportif de haut niveau collectif ou d'un haut niveau individuel, parce que finalement, même quand on est au sein d'un collectif, on est différent. Donc, un gardien, comme j'en parlais avec un handballeur, il me disait c'est un sport individuel au sein d'un collectif. Un défenseur n'est pas vu comme un attaquant, un milieu, etc. Voilà, chaque sportif a sa caractéristique propre en fonction de son poste, de son sport et de sa personnalité, évidemment. Donc, je pense qu'il n'y a pas de différence à faire. Et je dirais même plus qu'il y a deux sportifs de haut niveau. Il y a le sportif de haut niveau qui est sportif de haut niveau par ses performances, mais pas forcément par son style de vie. C'est-à-dire qu'il est très fort, il donne de très grandes performances, mais derrière, il arrive à s'éclater, à avoir une vie quasi normale. Et il y a le sportif de haut niveau qui, lui, est investi, qui consacre tout à sa carrière, mais finalement n'arrive pas aux très, très hautes performances. Mais pour autant, c'est pas plus facile pour lui de s'arrêter, parce qu'il a connu le même rythme de vie, voire encore plus d'investissement. Et quand ça s'arrête, finalement, c'est presque tout son monde qui s'arrête. Alors, est-ce qu'il y a une différence également en fonction de l'échelle de notoriété? Est-ce qu'on prend ça de plein fouet, de façon beaucoup plus violente, quand on a été surmédiatisé, ou quand on a, par rapport à un sportif qui aurait eu une carrière tout aussi longue, peut-être des médailles, etc., mais qu'on n'a pas forcément vu dans les journaux télévisés? Alors évidemment, mais là, il y a encore plein de cas de figure. Il y a le cas de figure où le sportif de haut niveau est très connu, mais il ne cherche pas à l'être. Il n'a pas spécialement envie de parler devant les caméras, ça ne l'intéresse pas, mais pourtant, qu'il le veuille ou non, il bénéficie de cette aura. S'il est meilleur buteur de l'équipe de France de football, forcément, voilà. Voilà. Il y a le sportif de haut niveau qui arrive à gérer sa notoriété, son image, etc., qui arrive même à la fin de sa carrière à continuer à mener des actions assez connues. Je veux dire, on le voit, il est encore très très présent dans les médias, il devient même des fois consultant. Donc eux, ils arrivent à gérer leur notoriété sur une plus longue distance. Mais c'est pas pour autant qu'ils vivent mieux cette fin de carrière. D'accord. Et donc quelqu'un qui aurait eu une carrière, j'ai envie de dire, peut-être plus confidentielle, comme c'est le cas, tu as parlé tout à l'heure des sportifs de haut niveau qui finalement ont une carrière non seulement confidentielle, mais en plus une économie qui n'est pas aussi florissante que ça. Je veux dire, tous les sportifs de haut niveau ne sont pas des multimillionnaires. Malheureusement pour eux. Est-ce que c'est encore plus compliqué pour ces gens-là qui, en plus, ont dû trimer? On a vu, pour le coup, on a beaucoup parlé dans les médias de personnes qui... On a vu des athlètes qui travaillaient en hypermarché ou qui travaillaient en lycée, etc. Pendant même leur carrière de sport de haut niveau, pendant même, on a parlé de ces fameux joueurs des JO qui gagnaient moins de 1 000 € par mois. Ouais, même moins de 500, ouais. Alors, est-ce que finalement, comment ils vivent ça? C'est tout aussi compliqué ou ça rajoute malgré tout, l'aspect économique rajoute quelque chose Je crois que c'est vraiment très compliqué parce qu'il faut faire deux deuils. Il faut faire le deuil de sa carrière de sportif de haut niveau, mais il faut faire aussi le deuil de ses ambitions de carrière.
C'est-à-dire que, évidemment, ces sportifs de haut niveau avaient l'ambition d'être champion olympique, de battre un record du monde, etc. Et ils n'y sont pas arrivés, visiblement, s'ils n'ont pas la notoriété qu'ils auraient voulu. Ça veut dire qu'il faut qu'ils acceptent, dans un premier temps, que ça n'arrivera plus, qu'ils ne battront plus le record du monde, qu'ils seront plus champions olympiques. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il faut accepter que ce rythme de vie change, etc. Donc oui, là encore, il y a mille sujets parce que lui, sa reconversion va avoir un chemin différent. Parce que quand il va se présenter devant un employeur ou quand il va vouloir créer sa propre société, sa notoriété ne va pas parler pour lui. Son parcours de haut niveau va être une anecdote sur son parcours, c'est-à-dire qu'on va lui taper sur l'épaule en lui disant « Oui, c'est bien, tu as fait les championnats du monde, tu as fait ci, tu as fait ça, bon, pas connu, mais tu as fait quoi ?» Alors finalement, il va très vite se retrouver comparé à une personne de son âge qui a, pour le coup, n'a pas été sportif de haut niveau, mais qui a de l'expérience. Donc on va lui dire, toi, à 35 ans, tu as 2 ans d'expérience, alors que l'autre, à 35 ans, il a 15 ans d'expérience. Donc là, on va se retrouver très vite comparé à des gens qui n'ont pas été sportifs de haut niveau, alors que finalement, eux, ils ont vécu des choses, ils ont créé des compétences et ils ont une vraie valeur ajoutée pour la société. Et pour le sportif de haut niveau, ça va être assez difficile finalement de tout compiler en si peu de temps, de réaliser j'ai donné autant de temps à la France, j'ai donné autant de temps à mon sport, et finalement 15 ans plus tard, je me retrouve, voire 25, voire 30, je me retrouve à être comparé avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même parcours que moi. Alors, je vais prendre quand même un exemple parce que ça me paraît quand même un peu gros. Si je prends l'exemple de Teddy Riner, par exemple, qui a été porte-drapeau en plus aux derniers Jeux Olympiques, tu penses vraiment que si demain il arrive, après sa carrière, il arrive devant, je sais pas, des collaborateurs pour peut-être monter une société ou même devant un employeur, tu penses que ça jouera pas, ça parlera pas en sa faveur? Ah bah alors là, tu as pris l'exemple typique de celui qu'il fallait pas prendre. Teddy Riner, c'est quand même, ça a été l'un des sportifs le plus aimé de la France. Donc forcément, lui, il va marquer une trace indélébile à tout jamais. Je prends le même exemple que Marie-Josée Pérec. Aujourd'hui, des années plus tard, après sa dernière médaille olympique, Marie-Josée Pérec reste Marie-Josée Pérec et quand elle se présente devant quelqu'un, non, là, ce n'est pas juste une anecdote sur un CV. Là, c'est pleinement une personnalité à part entière qui se présente. Mais eux, bizarrement, c'est pas pour autant qu'ils vont mieux vivre cette fin de carrière parce que physiquement, finalement, la chimie, la biochimie sanguine ne va plus être la même. C'est-à-dire que quand on s'entraîne 5 heures par jour, voire plus, quand on est nageur, eh bien, on a une composition chimique, biochimique qui a toujours été la même depuis qu'on a 15 ans et qui va d'un coup se modifier parce qu'évidemment, même si on continue l'activité sportive, elle ne sera pas la même, ni en termes d'engagement, ni en termes de durée. Donc forcément, il y aura des modifications biologiques qui vont s'opérer dans le corps et il peut apparaître des dépressions à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas se sentir tout seul parce qu'il faut pouvoir avoir une personne en face qui identifie à quel moment les choses basculent. D'accord, donc Teddy, si tu nous écoutes, elle s'appelle Vanessa Gladden. Call me. Je pense qu'elle aura besoin de ça. Vanessa, merci pour cet entretien. Merci à vous tous de l'avoir suivi. J'ai tenu absolument à vous proposer cet entretien avec Vanessa, puisque avec Vanessa, effectivement, nous travaillons sur l'accompagnement, le deuil, effectivement, de ce sport de haut niveau. Il était important que vous ayez la vision de quelqu'un qui a traversé effectivement ça. Et je crois que nous allons nous retrouver peut-être dans d'autres formes, peut-être en parler. Je sais que tu avais des projets audiovisuels là-dessus, peut-être pourquoi pas un bouquin, peut-être pourquoi pas un cycle de conférences. Donc on vous tiendra au courant. Entre-temps, Teddy et les autres, ça va nous joindre. Call me. Allez, salut.